Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre à réaliser un document commercial. En l'occurrence, ici, il y a un bon de commande qui sera essentiellement automatisé sur Excel. Pour commencer, dans le TD, il y a une petite partie qui concerne en fait la gestion des stocks, avec des messages qui vont apparaître pour signaler le fait qu'on descende en dessous d'un certain niveau de stock pour pouvoir se réapprovisionner. Dans le TD, on vous demande dans un premier temps de créer une nouvelle colonne qui s'appellera valeur, dans laquelle vous allez pouvoir avoir la valeur de votre stock. De manière très simple, il suffit juste de multiplier ici, donc en faisant égal, je multiplie donc la quantité que je trouve dans mon stock par mon prix hors taxe, ce qui va me donner la valeur de ce produit. Et en incrémentant, je n'ai qu'à obtenir bien, toute la valeur de mes différents produits. Je rajoute une bordure pour la mise en forme et il me reste juste à calculer mon total avec une fonction somme que moi je tape directement donc dans ma barre de formule en faisant égal somme et je viens sélectionner la plage de cellules que je veux donc additionner. Je vais utiliser la même mise en forme que ma première ligne. Mon total, je le mets en gras et je le mets à droite et lui aussi également mon résultat, ma somme, je le mets en gras. J'ai juste à rajouter des bordures et j'obtiens donc la valeur totale de mon stock. Ensuite, on vous demande de rajouter une colonne commentaire qui va nous permettre de faire apparaître un message quand le stock va être en dessous de 15. La consigne est précise et nous demande donc d'appliquer, de faire en sorte en fait d'insérer donc une fonction conditionnelle. Donc dès que vous voyez le terme fonction conditionnelle, on est donc dans une fonction si. Et si on ne vous précise pas de fonction conditionnelle, dès que vous voyez tout simplement le terme si dans une consigne, eh bien vous savez que c'est une fonction si tout simplement. Et donc si le stock d'un produit est en dessous de 15, eh bien le message suivant apparaît urgent à commander. Sinon, aucun message n'est affiché. Alors quand vous avez justement une fonction si, l'objectif c'est d'essayer de faire une traduction de cette consigne, on va dire en français, en langage et ou paramétrage Excel. Donc je vais commencer par ouvrir FX et je retrouve assez rapidement, généralement elle fait partie des dernières utilisées, ma fonction si ici. Je vais donc ouvrir et voici comment elle se compose. J'ai donc un test logique et deux possibilités, si mon test est vrai et si mon test est faux. Là en l'occurrence on me demande si mes stocks sont inférieurs à 15, comment le traduire? Eh bien étant donné que là l'idée c'est de voir pour chaque produit, qu'on me renseigne justement pour chaque produit, est-ce que je dois le recommander ou pas? Eh bien où se situe le stock de chaque produit? Eh bien là en l'occurrence pour ma ligne 2, il se situe en E2. Et donc si ce stock, si on va plutôt dire la cellule, cette cellule-là enregistre un chiffre qui est donc inférieur à 15, j'utilise donc le sigle inférieur mathématique, et bien si c'est vrai, je veux afficher le message suivant. À partir du moment que c'est des messages texte, il faut que je l'écrive entre guillemets, donc j'ouvre mon guillemet, et je vais donc pouvoir taper urgent à commander, et je ferme les guillemets. Valeur s'il faut, on me demande de ne rien afficher. Et si effectivement je n'ai rien à afficher, il faut quand même que je précise quelque chose parce que si je ne mets rien dans valeur s'il faut, eh bien elle va tout simplement me mettre faux. C'est d'ailleurs ce qui va se passer ici. Comme vous pouvez le constater, je suis au-dessus de 15. Donc mon stock n'est pas en dessous de 15, c'est donc une valeur fausse. Et qu'est-ce que Excel va afficher? Il va m'afficher l'information faux. Pour lui éviter donc de faire ça, eh bien l'ensemble vide, c'est-à-dire aucun message, eh bien je dois lui dire que c'est guillemets, guillemets. Voilà, j'ai un message qui est vide pour justement ne rien avoir dans ma cellule. Et là, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Vous voyez que j'ai donc aucun message parce que bien sûr, ce n'est pas en dessous de 15. Je vais incrémenter parce que bien sûr, mon E2 doit se transformer justement en E3, E4, donc les différents stocks de mes différents produits. Je rajoute mes bordures, j'agrandis un petit peu. Éventuellement, je peux, donc là je fais mes petites mises en forme avec l'alignement, et je peux donc contrôler mon résultat en me disant, bah, tiens, là j'ai 16, je vais donc passer à 14, et j'ai bien automatiquement un message qui apparaît. Parfait. Je reviens en arrière. Je vais poursuivre en rajoutant une mise en forme conditionnelle sur ce message, en disant que si ce message apparaît, j'aimerais qu'il soit justement en rouge. C'est la même mise en surbrillance que nous avons donc déjà faite
que nous avons déjà fait auparavant quand il s'agissait par exemple des pourcentages en dessous de 0. Dès que j'ai une évolution négative, j'aimerais justement qu'un message apparaisse. Donc, il faut que je le précise sur toute ma plage de cellules. Il ne faut pas que j'aille sélectionner uniquement là où j'ai un message. Nous sommes bien d'accord. Il faut que je paramètre l'ensemble de mes cellules parce que mes stocks vont évoluer et à partir du moment où je vais donc avoir un stock qui sera en dessous de 15, j'ai le message qui apparaît et j'aimerais qu'il ait donc cette mise en forme. J'ai donc sélectionné la plage de cellules là où je voulais appliquer la mise en forme conditionnelle. Je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle et je vais aller voir dans les premières règles. C'est celles-ci qui vont me permettre d'afficher justement ce message en rouge. Nous étions donc habitués à ce fameux inférieur à 0. Et là, comme on regarde les différentes options qui nous sont proposées, eh bien, il y en a une qui dit texte qui contient. Il suffit donc de cliquer dessus. Et vous voyez que mettre en forme les cellules contenant le texte, et là je vais commencer juste à taper la toute première lettre de mon message, et vous voyez qu'en fait ici c'est suffisant. J'ai automatiquement mon message qui s'affiche en rouge. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et je vais refaire encore une fois une vérification en tapant ici donc 14. Et là je vois que j'ai effectivement comme tout à l'heure le message qui apparaît et en plus la mise en forme conditionnelle qui va donc s'appliquer à mon message. J'ai une autre possibilité pour, encore une fois, mettre en évidence des informations. Et donc là, je vais directement l'appliquer sur mes stocks. Là, en l'occurrence, on souhaiterait faire apparaître un jeu de feu tricolore qui me permettra en plus d'apporter une nuance. Là, jusqu'à présent, on n'avait que deux possibilités. En dessous de 15, je commande. Au-dessus de 15, tout va bien. Et bien là, on va mettre, on va dire, un indicateur supplémentaire, un petit feu orange qui va nous dire ce n'est pas encore en dessous de 15, mais c'est compris entre 15 et 25. C'est-à-dire, ça peut peut-être déjà m'amener à réfléchir, à voir que bientôt je vais devoir passer une commande, ou peut-être que je vais me dire, bah, tiens, par exemple, j'approche d'une période telle que Noël, où je vais avoir des ventes, on va dire, beaucoup plus fortes. Et dans ce cas-là, même ceux qui sont en orange, peut-être qu'il serait intéressant de passer à une commande. Donc pour ce faire, je sélectionne encore une fois la plage de cellules. Je clique sur mise en forme conditionnelle et là je vais trouver justement mes jeux d'icônes. Alors je ne vais pas directement cliquer dessus parce qu'en fait je n'ai aucun paramétrage quand je clique dessus. Et là il me propose une solution comme je le vois apparaître derrière, un peu je dirais un peu aléatoire. Et donc je vais lui dire que je veux des jeux d'icônes, mais je vais aller définir moi-même mes règles en cliquant ici sur autre règle. Et là je vais pouvoir lancer mon paramétrage. Et donc je vois que encore une fois, c'est de la lecture. Je veux un icône vert si la valeur est supérieure ou égale, et je peux même inclure ou non strictement justement la valeur que je vais donc marquer. Il sera orange si c'est donc inférieur, et là je comprends que comme je vais inscrire ici une valeur, ça sera cette même valeur qui va apparaître ici, parce que ça sera vert si c'est supérieur ou égal à 67, et du coup ce sera donc orange si c'est inférieur à 67 et supérieur et égal à 33, en tout cas, c'est ce qui m'est proposé par défaut. Et donc ce 33-là, je vois que bien sûr, il faut inclure tout ce qu'il y a en dessous, et c'est donc ce qui sera rouge. Moi, je ne suis pas sur les pourcentages, je suis sur autre chose, et je vais donc aller voir dans les types ce qu'il me propose. Il me propose effectivement nombre. Donc je vais commencer par cliquer ici par nombre, parce que vous voyez qu'il me remet à 0 mes différentes valeurs, et c'est à moi donc de paramétrer ces valeurs-là. Je vais donc lui dire que je veux un feu vert quand ce sera supérieur ou égal à 25. Pour l'instant, vous voyez que ici c'est à 0, mais dès que je vais cliquer ailleurs, eh bien, mon 25 va venir s'inscrire ici. Je vois donc que si c'est supérieur ou égal à 25, ça sera un feu vert. Si c'est strictement inférieur à 25, ça sera un feu orange. Et supérieur ou égal à, eh bien là, je vais mettre 15. Et le 15 que je vais mettre ici, si je vais cliquer par exemple au-dessus, vous allez voir qu'il va se mettre juste ici pour mon inférieur qui pour l'instant est à 0, puisque c'était le paramètre que j'avais juste là. Et là, vous voyez que, hop, je clique ailleurs et mon 15 vient se mettre. Donc si je refais la lecture, eh bien là je vais avoir tous les chiffres qui vont être compris, je dirais, qui vont en tout cas recevoir une icône. Et en cliquant sur OK, je peux constater le résultat. Donc tous ceux qui sont inférieurs à 15, là où j'ai justement urgent à commander, vous voyez que j'ai un feu rouge. Et j'ai cette nuance supplémentaire avec justement celles et ceux qui sont compris entre 15 et 25, qui me donne donc une autre indication. Je peux à nouveau faire un test. Mon 32, si je le passe à 17, je passe bien en feu orange. Et si je passe à 2, j'ai bien mon feu rouge avec mon commentaire qui s'affiche ici. L'avantage de cette technique, c'est que je peux opérer des filtres.
Ça, c'était donc dans le TD précédent que j'ai fait donc que j'ai corrigé. Si je veux donc filtrer, je clique sur un élément donc de ma première ligne. Je clique ici sur filtrer. Je suis donc dans l'onglet accueil où je peux retrouver ça donc dans données filtrées. Et en fait, dans mes filtres, je peux faire un filtre par couleur et je retrouve ici mes jeux d'icônes. Alors imaginez si j'avais justement 1000 produits différents et que je voulais connaître tous les produits qui ont donc un feu rouge. Je n'ai plus qu'à cliquer ici et j'obtiens uniquement mes feux rouges. Alors là, l'idée, c'est de soit rajouter une colonne avec le message qui apparaît, soit de rajouter un feu tricolore pour avoir une nuance supplémentaire. L'idée, c'est de faire soit l'un, soit l'autre, mais bien sûr pas les deux, parce que en fait, sans la colonne G et avec mes feux tricolores, ce sera déjà amplement suffisant. Donc ça, c'est pour la toute première partie de ce TD. Pour la deuxième partie, nous allons arriver sur ce qui nous intéresse le plus, à savoir ce bon de commande. Et on va essayer de le rendre le plus automatisé possible, de sorte à ce que quand un client viendra directement dans mon entreprise, eh bien j'ai le minimum de manipulation à faire. Pour commencer, il m'est précisé ici donc d'insérer une fonction qui me permet d'obtenir automatiquement la date du jour. Si je ne connais pas trop Excel, on me précise que c'est une fonction, je vais donc essayer de chercher en cliquant sur FX. Et dans les catégories, je vais aller dans date et heure. Et je vais donc essayer de trouver parmi cette liste-là eh bien, une fonction qui va me permettre de donner la date du jour. Très rapidement, je vois par exemple ici quelque chose qui s'appelle aujourd'hui. Je me dis, tiens, ça a quand même du sens. Et à chaque fois que je clique sur une fonction, vous voyez que j'ai justement sa description ici. Et quand je le lis, je vois renvoie la date du jour au format de date. J'ai juste à cliquer sur OK, parce que c'est effectivement ce que je veux. Renvoie la date du jour au format date. Donc, il me dit bien sûr que je n'ai pas d'argument parce que je n'ai rien précisé. Je n'ai justement rien à préciser. Donc, j'ai juste à cliquer sur OK. Et là, vous voyez que je suis le 7 et j'ai donc affiché le 7. Si je dois fermer mon document et le rouvrir plusieurs jours après, eh bien sûr, la mise à jour se fera automatiquement. J'arrive ensuite ici, une partie où je vais avoir une liste déroulante qui va me permettre à partir de ce numéro de client, je vais pouvoir afficher tout un tas d'informations. Donc, pour faire une liste déroulante, je suis donc ici. Je vérifie que dans ma feuille client, je retrouve bien sûr les informations. Donc, ce sont ces numéros de clients que je veux donc afficher pour mes numéros clients. Et donc, ma liste déroulante, je suis dans l'onglet Données, validation des données, validation des données. Et je vais donc autoriser une liste que je vais donc aller chercher en cliquant sur Source ici, en allant dans l'onglet Client. Alors, je pourrais très bien uniquement sélectionner justement mes 4 cellules là. Mais si je réfléchis un petit peu, c'est quand même une feuille où, en tout cas que je vais renseigner à chaque nouveau client. À chaque fois qu'un nouveau client va venir, je vais rajouter une ligne. Donc si je sélectionne uniquement mes 4 cellules, eh bien à chaque fois il va falloir que je reconfigure ma liste déroulante, ce qui sera peut-être un petit peu embêtant, alors que j'ai une possibilité en allant directement dans ma colonne. Vous voyez que ma souris évolue après une grosse croix blanche. Je vais avoir une petite flèche noire qui indique vers le bas, tout simplement que si je clique, eh bien, vous voyez que j'ai sélectionné toute ma colonne. Et donc là, ça part à l'infini. Et donc, en faisant ça, eh bien, je vais pouvoir au fur et à mesure rajouter des numéros de clients et ça se rajoutera automatiquement dans ma liste. Je vais pouvoir donc faire OK. Là, je vous montre l'exemple. Là, vous voyez que pour l'instant, il me limite en fait à mes 4. Même si j'ai sélectionné toute ma colonne, il me limite en fait à mes 4 clients parce qu'il a compris que derrière, je n'ai pas d'autres renseignements, donc ça ne sert à rien de l'afficher. Et je vais tester. Si j'ai un client 38-39 qui arrive, eh bien, je vais retrouver ce 32-39 directement dans ma liste déroulante. Et ainsi de suite, je vais pouvoir rajouter des clients sans devoir changer ma liste déroulante. Donc je vais prendre mon premier client. Et c'est ici que je vais pouvoir donc, si je regarde la consigne, à partir de la saisie du numéro client, je vais avoir l'affichage automatique des autres renseignements du client. Et là, tout de suite, je vais vous indiquer, en tout cas, je vais vous amener à réfléchir sur toutes ces informations dépendent d'une seule information. Cette information, c'est le numéro client. C'est le numéro client qui va me donner la catégorie, le nom, l'adresse, le code postal et la ville. Je retrouve ce qu'on va appeler une clé primaire. Je vais la voir également sur ma toute première colonne. C'est sur cette première colonne que je vais donc
voir quelle est l'information qui va me donner toutes les autres. Eh bien, cette clé primaire, pour la fonction qu'on va utiliser pour afficher automatiquement ces informations, on va l'appeler la valeur cherchée. Quelle est cette fonction qu'on va donc utiliser? C'est la recherche V. Recherche V, je la trouve en cliquant sur FX. Et si je ne l'ai pas dans les dernières utilisées, comme c'est le cas ici, eh bien je la retrouve dans Recherche et références. Je descends et là j'ai 3 types de recherche, dont la recherche H pour recherche horizontale et la recherche V pour recherche verticale. Pourquoi verticale? Je vais vous expliquer ça juste après. Donc je vais cliquer sur Recherche V. Et voici de comment est composée ma fonction. J'ai une valeur cherchée et c'est justement ma clé primaire. Quelle est la cellule? Parce que là, on va uniquement chercher une seule cellule. Et dites-vous que c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment l'erreur qui est assez faite traditionnellement. Cette valeur cherchée, vous lâchez justement, vous n'avez pas forcément bien compris tout le temps de quoi il s'agissait. Mais dites-vous que c'est toujours une cellule et elle est pas loin de l'endroit où je fais ma recherche V. Et c'est tout ce dont on a parlé juste avant, cette fameuse clé primaire. Toutes ces informations que je veux chercher, que je veux rapatrier ici, parce qu'on est d'accord que le nom, l'adresse, le code postal, eh bien, ça fait partie d'une autre feuille. Et donc, ces informations, j'aimerais les rapatrier ici. Et donc, qu'est-ce qui va me permettre de les rapatrier? De quoi dépendent toutes ces informations? Eh bien, elles dépendent de mon numéro de client. C'est ce numéro de client qui est donc ici. C'est donc une cellule qui est juste à côté. Une seule cellule, en l'occurrence C10, qui est donc ma valeur cherchée. Et la suite, elle est vraiment très simple. La table matrice, je dois indiquer tout le tableau dans lequel je vais avoir les informations que je veux rapatrier ici. Là, en l'occurrence, ce sont toutes les informations qui se trouvent dans le tableau de mes clients. Je vais donc sélectionner tout mon tableau. Je ne sélectionne vraiment du début à la fin. Et pourquoi on appelle en fait recherche V? Eh bien, la recherche V va faire une recherche verticale dans la première colonne, cette fameuse première, je vais dire première, oui, première indication, de sorte que dans la cellule que j'ai indiquée ici, C10, c'est dans cette cellule C10 que je vais mettre mon numéro de client, on est bien d'accord. Si j'ai donc un numéro de client qui est donc de 3236, eh bien je dis à la recherche V que dans ma première colonne, il faut que tu me trouves le 3236. Et à partir du moment que tu me trouves le 3236 dans ce grand tableau, eh bien, il faut que tu m'indiques dans ma cellule où je fais ma recherche V, eh bien, l'information qui se situe dans une colonne. Quelle colonne? Ben là, en l'occurrence, là, je ne touche pas parce que quand je vais cliquer sur numéro index colonne, je vais repartir là où je fais ma recherche V, à savoir dans ma feuille commande. Mais là, j'essaie d'anticiper et je me dis, eh bien, l'information que je veux afficher là, c'est le nom ou la raison sociale de mon client. Je sais donc que c'est la colonne C, et ce n'est pas une lettre que l'on attend, mais c'est un chiffre. Donc, A, ça sera donc la colonne 1, B, ça sera la colonne 2, et C, c'est donc la colonne 3. Donc, je clique sur numéro index client, qui me fait revenir là où je fais ma recherche V, et je vais donc lui dire que c'est ma colonne 3. Valeur proche, je ne vais pas rentrer dans les détails, dites-vous qu'il faudra toujours et strictement marquer faux. Et donc, une fois que je fais donc OK, eh bien je vois le nom qui est donc bien ma colonne 3 donc dans mon grand tableau, Jules Dagneau, eh bien je l'ai effectivement rapatrié ici. Si je change mon numéro de client, si je change ma valeur cherchée, et je lui demande donc de trouver le numéro de client 3236 dans cette première colonne de ce grand tableau, eh bien 3236 c'est l'archer moto, il m'affiche donc l'archer moto. Je vais continuer et je vais refaire ma recherche V pour l'adresse. Donc, je reclique sur recherche V que j'ai maintenant dans les dernières utilisées. Ma recherche V, bah, ma valeur cherchée, c'est toujours mon numéro de client, c'est toujours celui-ci qui va me permettre d'afficher toutes ces informations. Ma table matrice, c'est toujours mon grand tableau. Cette fois-ci, comme c'est l'adresse, c'est ma colonne D, c'est donc mon numéro de colonne 4 et ma valeur proche faux. Et j'ai donc l'adresse qui s'affiche ici. Si je refais la recherche V, c'est uniquement pour vous montrer que j'ai une méthode pour aller beaucoup plus vite. Si je fais la différence entre le nom et ici mon adresse, si je regarde ma barre de formule, vous constatez que la seule chose qui change, c'est mon numéro de colonne. Parce qu'en fait, ici, eh bien, ma valeur cherchée
que vous regardez ici parce que je rentre dans mes barres de formule. Donc ça, c'est un moyen, quand je suis dans ma barre de formule, je vois comment est paramétrée ma fonction et vous voyez qu'à chaque fois, il m'indique là où je me trouve. Là, je vois donc la valeur cherchée en gras et vous constatez que pour changer en fait de rubrique, d'accord, valeur cherchée telle de matrice, et bien vous voyez que c'est séparé par un point virgule. Donc moi, je peux changer mes différents paramètres en naviguant ici directement dans ma barre de formule. Donc, ma valeur cherchée ne bouge pas, je reviens là-dessus. Donc, vous voyez que quel que soit le nom ou l'adresse, ma valeur cherchée, c'est toujours mon numéro de client qui va me permettre d'afficher tous mes renseignements. Ma table matrice, c'est toujours la même aussi, parce qu'en fait, je fais toujours appel à la même table. Mais par contre, la seule chose qui va changer, c'est justement mon numéro de colonne, parce que les informations que je veux afficher, eh bien, le nom c'est en colonne 3, l'adresse en colonne 4, etc. Donc plutôt que de devoir refaire toute ma recherche V, eh bien, je vais venir sélectionner directement dans ma barre de formule, je vais venir sélectionner ma fonction. Je vais faire CTRL-C sur mon clavier pour copier ma fonction. Et pour sortir de là, il faut que je clique sur Entrée. Si vous avez sélectionné toute votre barre de formule et que vous cliquez sur n'importe quelle autre cellule, à savoir là, c'est celle-ci où je veux justement aller pour faire ma recherche V, et bien en fait, ça va vous changer. Vous n'allez pas partir en fait de votre barre de formule, vous allez voir que en fait, il veut transformer tout simplement, vous lui indiquer que vous changez tout ce qu'il y a dans votre barre de formule par cette nouvelle sélection. Donc, bien sûr, ce n'est pas ce que je veux. Je reviens donc en arrière. Et donc, si je dois sélectionner tout ce qu'il y a dans ma barre de formule et faire donc CTRL-C, pour pouvoir sortir de là sans perdre d'informations, je dois cliquer sur Entrée. Et donc là, je conserve ma recherche V ici et je peux donc naviguer ailleurs. Et donc je vais pouvoir me placer juste en dessous pour dire recherche V, donc je vais faire CTRL-V pour recoller justement ce que j'ai copié précédemment. Mais je sais que ce n'est pas donc la colonne 4 que je vais afficher, mais c'est ma colonne 5 où je vais avoir mon code postal. Même chose ici, je vais donc faire CTRL-V et je sais que donc la ville, ça sera dans la colonne 6. Et je vais le faire également pour ma catégorie parce que ma catégorie, c'est dans ma colonne 2. Je fais un petit check, je regarde et effectivement, en changeant mon numéro de client, j'ai tous les autres renseignements qui changent. Et pour la suite, je vais avoir exactement le même principe. On me demande dans un premier temps de faire une liste déroulante. Donc je vais donc dans Données, Validation de données, Liste. Et je vais donc sélectionner, hop, il faut que je clique d'abord sur Source. Je vais cliquer sur Produits et là, sélectionner mes produits. Alors là, je vais peut-être éviter de cliquer sur toute la colonne parce que, bon, des produits, j'en ai pas des nouveaux tous les jours, contrairement à des clients. Donc là, cette fois-ci, je sélectionne uniquement mes références ici. Je clique sur OK et j'ai donc l'ensemble de mes différentes références produits. Soit je pouvais le faire en sélectionnant toutes mes cellules où j'allais avoir ma liste déroulante. Donc j'aurais pu créer ma première liste déroulante en sélectionnant toutes mes cellules en faisant la même manipulation. Ou là, je la fais sur la toute première. Vous voyez que bon, je ne l'ai pas ici. Et je peux incrémenter, ce qui fait que je vais donc dupliquer ma liste déroulante que je n'avais pas précédemment. Je vais lui mettre le tout premier article. Et donc, de la même manière que précédemment avec mon numéro de client qui me donne tous les renseignements de mes clients, eh bien, ça va être ma référence produit qui va me donner toutes les indications qui vont concerner mes produits, à savoir la désignation, la taille et mon prix unitaire hors taxe. Donc, je vais refaire ma recherche V. OK. Ma valeur cherchée, qu'est-ce qui va dépendre, enfin, de quoi va dépendre justement mes différentes informations ici? C'est ma référence client qui est juste à côté. Donc je reviens sur le fait que c'est une seule et même cellule qui est généralement pas trop loin de ma recherche V. Et c'est bien, et je vais aller le constater en allant chercher ma table matrice, c'est bien cette information que eh bien, ma recherche V va aller rechercher dans ma toute première colonne. Cette histoire de première colonne, c'est indiqué ici. Quand je regarde à quoi correspond ma valeur cherchée dans l'assistant de la fonction, eh bien, il me dit valeur cherchée et la valeur à trouver dans la première colonne du tableau. Ce tableau, ma table matrice, je vais donc aller le chercher en faisant donc ici produit et je sélectionne tout mon tableau. Je viens de sélectionner tout mon tableau, je vois qu'effectivement ma valeur cherchée c'est bien ma référence, c'est donc l'information qui est indiquée dans A16 qui va être recherchée ici. Et ma désignation de produit c'est donc ma colonne B, ça sera donc la colonne 2. Valeur proche, faux. Ok, donc j'ai bien
ma désignation qui est donc renseignée ici. Et là, je vais anticiper deux éléments, parce que de la même manière que précédemment, la taille et mon prix unitaire hors taxe va entraîner uniquement un changement ici dans ma barre de formule par rapport à mon numéro de colonne. Mais je sais par contre que eh bien, je vais incrémenter en fait ma recherche V pour les cellules en dessous. Parce que je vais avoir une nouvelle valeur cherchée qui va être toujours au même endroit. Mais ma valeur cherchée, elle va évoluer. Parce que la ligne en dessous, on est d'accord que ma valeur cherchée, ça ne sera plus à 16, mais ce sera à 17. En dessous, ça ne sera plus à 17, ce sera à 18. Donc, si je viens directement ici, je sais que ma valeur cherchée, elle, ne bouge pas. Par contre, ma table de matrice, elle ne doit pas bouger. Je sais que quand je vais incrémenter, l'incrémentation, vous devez vraiment bien comprendre que quand j'incrémente, quand je viens saisir ici ma petite poignée de saisie et que je vais donc incrémenter vers le bas, à partir du moment que j'ai une référence de cellules dans ma barre de formule ici, eh bien, on va avoir un décalage de ces cellules-là. C'est-à-dire que A16 va se transformer en A17, mais A1 va se transformer en A2 et G12 va se transformer en G13. Et plus je vais descendre, et plus ça va se décaler. Mais plus ça va se décaler pour ma table matrice, et plus je vais perdre des informations. Donc, j'anticipe parce que je sais que ici, ma table matrice ne doit pas bouger. Je vais donc bloquer ma table matrice en mettant un dollar entre la lettre de la colonne et la ligne, et entre G et 12. Et là, je vais pouvoir justement incrémenter. J'incrémente, là il m'affiche un message d'erreur parce que je lui indique aucune référence, mais si je viens commencer à renseigner tous ces éléments, eh bien, je trouve justement mes différentes informations. Ce n'aurait pas été le cas si je n'avais pas mis le dollar. Je vous montre si je supprime mes dollars ici et que j'aurais incrémenté. Eh bien, vous allez voir que je perds des informations à savoir ici. Pourquoi? Parce que en incrémentant, vous voyez que ma table matrice est passée tout en bas à A6, G17. Et comme je suis allé chercher, je l'ai fait exprès, un produit qui était sans doute en A2 ou en A3, ça ne fait plus partie de ma sélection et du coup, lui ne le trouve pas. Il m'affiche un message d'erreur. Il faut donc que je bloque ici à tout prix pour ne pas avoir cette perte d'information. Et là, ça ne pose aucun problème, je retrouve donc mes bottines. Et donc c'est maintenant que, étant donné que je sais que ma formule elle est bonne avec ma table matrice qui est donc bloquée, c'est maintenant que je vais pouvoir faire un CTRL-C, entrer, et venir coller au niveau de la taille en disant que c'est donc ma colonne 3, et venir le coller ici en disant que c'est donc ma colonne 4. Et j'ai donc mon prix unitaire hors taxe. Je peux sélectionner, y compris dans quantité, parce que de toute manière, je le ferai plus tard. Et je vais donc incrémenter ici, et je vais donc avoir tous les renseignements qui vont donc s'afficher. Ça ne me pose aucun problème. Je contrôle rapidement. Ici, la seule chose qui bouge maintenant, en ligne, c'est donc ma valeur cherchée, alors que quand je suis en colonne, vous voyez que la seule chose qui bouge ici, c'est mon numéro de colonne. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste ici à insérer une liste déroulante allant de 1 à 30 parce que je vais donner la possibilité à mes clients d'aller chercher, en tout cas de venir acheter jusqu'à 30 produits différents. Pour faire cette liste déroulante, contrairement aux autres, c'est que il faut que je crée les informations de cette liste. Je n'avais pas besoin de créer de liste ici parce que les informations se situaient ici donc dans mes deux feuilles. Par contre, de 1 à 30, rien n'est renseigné. Il faut donc que je crée quelque part. Soit vous le créez sur une feuille différente, soit vous la créez ici, ou bien vous créez une nouvelle feuille. Là, c'est vous qui voyez. Bon, tant qu'à faire, je vous avais recommandé dans les TD précédents, de faire une feuille à part. Bon, cette fois-ci, je vais faire une feuille à part, c'est pas ce que nous avons vu en cours, que je vais appeler QT pour quantité. Et donc, je vais commencer à écrire ma liste. Je vais m'arrêter à 2, parce que je ne vais pas m'amuser à aller moi-même jusqu'à 30, parce que si je clique sur, si j'écris 1 et 2, et que je sélectionne mes deux cellules et que je vais les incrémenter, en incrémentant, j'explique à Excel que je veux à chaque fois ajouter plus 1 à ce que je vais incrémenter. Et vous voyez que j'ai donc un tout petit rectangle blanc avec une indication qui me dit justement si je continue d'incrémenter, je suis donc à 10 ici et je n'ai plus qu'à aller jusqu'à mes 30. Ma liste déroulante, en tout cas les informations de cette liste sont créées. Je n'ai plus qu'à revenir ici.
Je sélectionne cette fois-ci toutes les cellules pour changer de tout à l'heure. Je sélectionne toutes mes cellules où j'ai donc ma quantité à inscrire. Je vais donc faire validation des données, autoriser, liste. Et je vais donc aller chercher ma source qui est donc ici. J'ai sélectionné, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK et j'ai donc mes différentes quantités. Donc, je vais mettre des renseignements un peu au hasard pour en arriver aux différentes formules. Là, je n'ai plus vraiment de fonctions à faire, ce sont plutôt donc des formules de calcul. Bon, quel est le montant affiché sur cette ligne-là? C'est tout simplement mes quantités multipliées par mon prix unitaire hors taxe. D'accord? Je fais encore des formules à partir des informations qui sont présentes dans des cellules. Je clique sur Entrée, j'incrémente parce que c'est bien sûr toujours la même formule appliquée tout du long. Le montant hors taxe, c'est donc une fonction somme. Comme d'habitude, moi je l'écris et je viens donc sélectionner l'ensemble de mes cellules. Je ferme ma parenthèse. OK. Pour ma remise, ici je dois avoir le montant d'une remise. Et comment j'ai ce montant de la remise? Eh bien il faut que j'affiche ici un taux de remise. Alors on va avoir dans mes explications, je vais avoir deux exemples différents et je vais commencer par le premier. Premier exemple, parce que justement l'idée c'est de vous faire pratiquer sur des exemples différents. Premier exemple, c'est celui qui est indiqué ici dans mon commentaire où je veux donc un taux de remise qui va dépendre de ma catégorie de clients. Elle sera de 2% pour les particuliers et de 15% pour mes professionnels. Normalement, je comprends que comme je n'ai que deux possibilités ici, quand j'ai que deux possibilités, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas une fonction ci qui va me permettre justement de m'en sortir ici? Eh bien oui. Et donc je vais essayer de formuler une phrase en français. Et donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est de me dire, si mon client est un particulier, eh bien je vais avoir 2% qui va s'afficher ici. Et sinon, en fait, je n'ai que deux possibilités, ça sera un professionnel, ça sera donc 15. Où est-ce que je sais que justement mon client est un professionnel ou un particulier? J'avais mis une couleur spécifique et ce n'était pas pour rien. Eh bien, c'est dans cette cellule-là. Donc, je reviens dans ma cellule de taux de remise. Je vais ouvrir ma fonction si. En cliquant donc sur FX, je retrouve ma fonction si ici. OK. Et donc, mon test logique, c'est donc de dire si mon client est un particulier. Comment faire pour traduire ce test logique-là? Eh bien, où est-ce que je sais que c'est un particulier ou un professionnel? C'est en C10. C11, pardon. Et donc, je vais lui dire que si C11 est égal à, entre guillemets, parce que ce sera, hop, entre guillemets, parce que ça sera du texte, si en C11, tu auras professionnel qui s'affichera, eh bien, si c'est vrai, tu m'afficheras 15%, et si c'est faux, tu m'afficheras 2%. Donc lui, là je vois déjà, n'oubliez pas que on vous affiche déjà les résultats. C'est faux parce qu'effectivement là, comme vous le constatez, c'est donc particulier. Donc lui, il me dit que c'est faux. Et donc, automatiquement, la valeur que je vais donc avoir affichée ici, ça sera donc 0,02. J'ai une autre possibilité, si vous avez compris comment fonctionne ma fonction si. J'aurais très bien pu dire si c'est 11 égale particulier, valeur si vrai 2% et valeur si faux 15%. Ça aurait donné exactement le même résultat. Je vais donc faire OK. Je vois donc ici que j'ai donc 2%. Je vais faire un test en changeant mon numéro de client, en prenant un professionnel. Effectivement, j'ai 15%. Donc maintenant, il me reste juste à faire le calcul de la remise. C'est une simple multiplication. Montant hors taxe multiplié par mon taux de remise. Je vois que ma remise, c'est donc 300 €. Mon montant net hors taxe, c'est-à-dire avec la remise, eh bien, je vais faire une soustraction. Parce que bien sûr, ma remise, c'est pour payer un peu moins cher. Donc, mon montant hors taxe moins ma remise. J'obtiens donc ce résultat. Ma TVA, c'est donc mon montant net hors taxe multiplié par 20%. Soit vous écrivez 20% comme ça, soit vous écrivez 0,2. C'est exactement la même chose. J'obtiens donc ma TVA et mon montant net en TTC, c'est donc mon montant net hors taxe plus ma TVA. Et voici donc mon résultat final. Mon bon de commande est automatisé, c'est-à-dire que quand un client vient, je n'ai pas à me soucier de la date, elle est automatique. J'ai juste à renseigner ici son numéro de client. J'ai juste à renseigner ensuite les différents produits qu'il me veut. Et vous voyez que tous les changements se font automatiquement.
et j'ai juste à renseigner les différentes quantités. Je peux éventuellement supprimer même une ligne parce que il me commande que 5 produits. Et là, tous les calculs se font automatiquement. Je n'ai plus qu'à aller imprimer. J'ai donc un aperçu. Et je vois donc mon bon de commande qui est prêt à être imprimé. Et je suis donc prêt à encaisser mon client. Je vais apporter quelques petites modifications pour vous faire pratiquer, à savoir, eh bien, je vais essayer d'utiliser cette fois-ci un tableau de remise. Ça ne sera donc pas une remise qui dépendra de la catégorie de client, mais plutôt par rapport au montant hors taxe généré donc par cette vente-là. À savoir, je vais commencer par quelque chose d'assez simple. Je vais, on va dire, cacher cette partie et j'aimerais en fait appliquer une remise dès que mon montant hors taxe dépasse les 200 € d'achat. Donc, je le reformule en fonction si mon montant hors taxe est supérieur à 200 €, eh bien, on va avoir 2% de remise. Sinon, ça voudra dire qu'il est donc en dessous, ce sera 0%. Donc, je vais revenir ici. Je vais rouvrir en fait ma fonction si et je vais donc réfléchir. Si mon montant hors taxe est supérieur à 0, où est mon montant hors taxe? Eh bien, ma cellule du montant hors taxe, elle est ici. Et je vais donc lui dire si ce qui va apparaître dans cette cellule est supérieur à 200, eh bien, si c'est vrai, on va avoir 2% de remise, et si c'est faux, on va avoir 0% de remise. Amélioration que je vais apporter tout de suite, eh bien, au lieu de mettre ces numéros-là, en tout cas ces chiffres-là, eh bien, en fait, mon 200%, je ne vais pas marquer 200%, je vais directement aller le chercher dans mon tableau de remise. Je vais lui dire que si mon montant hors taxe est supérieur à ce que je vais mettre dans ce tableau, eh bien, si c'est vrai, ce sera cette remise-là, et si c'est faux, ce sera cette remise-là. Quelle est la différence entre la première solution et la deuxième? Eh bien, en fait, la deuxième, ce qui sera intéressant, c'est que si je veux apporter des modifications sur soit le seuil de justement mon tableau de remise ici, soit sur les pourcentages, eh bien, au lieu d'aller faire la modification directement dans ma fonction ci, eh bien, je vais faire la modification plutôt dans mon tableau de remise. En expliquant quoi? Par exemple, en lui disant que finalement, avec le dirigeant, nous avons donc réfléchi, et en fait, à partir de 200 €, on ne va pas mettre 2%, on va mettre 2,5%. Et je vais donc changer dans mon tableau mes 2,5%, et vous voyez, alors c'est juste que là, je n'ai pas je n'ai pas justement il me fait un arrondi parce que je n'ai pas de chiffre après la virgule. Mais là, je vais donc revenir sur mon 2%. Hop, vous voyez que mon 2%, quand je le change en 2,5, eh bien, ça le change automatiquement ici. Je n'ai pas besoin de revenir sur justement cette fonction-là. J'ai juste à changer mon pourcentage ou changer mon seuil en disant que ça sera 2,5, mais ce sera à partir de 300 €. Voilà, et donc là, je peux beaucoup plus facilement maîtriser à partir de ce tableau plutôt que de devoir revenir sur une forme de programmation. Surtout si ce sont d'autres personnes qui sont amenées à utiliser justement mon bon de commande automatisé, ça sera beaucoup plus facile pour eux de changer et faire des modifications ici que de revenir sur une programmation qu'ils ne maîtrisent peut-être pas. Je vais terminer sur une autre modification. Je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait très bien dire qu'on pourrait rajouter d'autres conditions. En fait, si, je vais le faire parce que certains sont allés jusque-là et ce n'est pas pour rien justement que j'ai rajouté ça. Alors, je vais continuer en me disant, finalement, je vais avoir plusieurs seuils et plusieurs taux de remise. Alors, je vais revenir sur mon 200 € et sur mon 2%. Et cette fois-ci, j'ai donc 2% qui vont donc s'afficher si c'est donc supérieur à 200 €, mais ce sera 3% si c'est supérieur à 500 € et ce sera 5% si c'est supérieur à 1000 €. Donc là, quand j'ai plusieurs possibilités, plusieurs seuils, eh bien, je vais devoir utiliser une autre fonction. Alors, sachez que si vous avez des versions d'Excel un peu plus anciennes, cette fonction-là n'existe pas et vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle des fonctions si imbriquées. C'est-à-dire, vous allez devoir faire une fonction si dans une fonction si. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais parler donc de la version un peu plus récente, à savoir avec une fonction qui s'appelle si.condition. Donc pour la voir, je vais dans ma barre de formule, je ne vais pas cliquer sur si fonction, je vais cliquer sur ici donc égal. Je vais commencer à taper fonction si et comme d'habitude apparaissent toutes les fonctions qui commencent par justement si. Et là vous voyez que tout de suite je vois cette fameuse fonction si condition. Quand je clique dessus, il me dit vérifie si une ou plusieurs conditions sont remplies et renvoie une valeur correspondante. Donc on va double-cliquer ici et cliquer sur FX pour ouvrir l'assistant.
Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, en fait, il me dit que j'ai test logique 1 et valeur civrée 1. Je n'ai plus de valeur SIFO. Par contre, quand je clique sur valeur civrée, vous voyez qu'en fait, il m'ouvre à chaque fois un nouveau test logique. Et là, on comprend que je vais devoir lui dire à chaque test quelle sera la valeur. Et donc, tout de suite, je vais vous expliquer, vous devez commencer par le plus grand. C'est-à-dire qu'on va commencer non pas par dire que si c'est supérieur à 0, c'est 0. Si c'est supérieur à 200, c'est 2. Si c'est supérieur à 500, c'est 3. En fait, on ne va pas commencer du plus petit au plus grand. On va commencer du plus grand au plus petit. Et je vais vous expliquer en cours de route pourquoi. Donc, je vais commencer en lui disant si mon montant hors taxe est supérieur à 1000 euros. Et donc, encore une fois, je vais venir chercher cette information ici. Je pourrais donc très bien la taper ici en disant donc supérieur à 1000, mais comme je vous disais, il sera beaucoup plus flexible et facile de faire des modifications dans mon tableau de remise, eh bien je vais lui indiquer que c'est donc une cellule. Si donc mon montant hors taxe est supérieur à 1000, si c'est vrai, eh bien ce sera 5%. Et on va recommencer si mon montant hors taxe est supérieur à 500 euros. Valeur civrée, eh bien ça sera 3%. Si mon montant hors taxe est supérieur à 200 euros, hop, valeur civrée 2%. Et il va aussi falloir que je lui donne, parce que si c'est en dessous de 200 euros, il va bugger, parce que je ne lui aurais donné aucune indication. Il faut, quand on utilise cette fonction, penser absolument à toutes les possibilités et faire attention également à ce fameux signe inférieur ou supérieur, parce que des fois, il va exclure un montant, et donc il faut donc faire attention par rapport à ça. Mais là, je ne vais pas me tromper, parce que, où est-ce que j'en suis? Hop, j'en suis donc au test logique là. Si mon montant hors taxe pardon, est supérieur à 0, strictement, c'est-à-dire qu'il va inclure 200, parce que quand je suis sur le supérieur à 200, ça n'inclut pas le 200. En faisant supérieur à 0, et bien là, je vais avoir le 200, le 200 euros. La seule chose que je ne vais pas avoir, c'est mon 0, parce qu'il en est exclu, mais ça, c'est pas bien grave. Et bien donc, si c'est supérieur à 0, et bien, valeur civrée, 0%. Alors, pourquoi il va être important? Si je remonte ici, pourquoi il va être important en fait de commencer par le plus grand? Parce que, comme vous le constatez, quand on regarde l'assistant et le paramétrage, vous voyez qu'en fait, c'est bien là, étant donné que j'ai donc un montant hors taxe qui est de 1500 euros, eh bien, il est à la fois supérieur à 1000, il est à la fois supérieur à 500, il est supérieur à 200 et il sera supérieur en dessous à 0. Vous voyez qu'à chaque fois, il me dit que, effectivement, c'est vrai. Et en fait, le principal, c'est qu'il y a un ordre de chronologie dans la valeur qui sera affichée. La chronologie, c'est que c'est mon test 1 qui est bien sûr réalisé avant mon test 2. Donc comme mon test 1 me dit que c'est vrai, eh bien ce qui va être affiché comme mon taux de remise, eh bien ce sera ma première valeur civrée. Que se passe-t-il si on avait commencé en fait par dire que eh bien, si c'était supérieur à 0, c'était 0%. Si c'était supérieur à 200, c'était 2%, etc. Parce que là, nous sommes d'accord, nous avons commencé par le plus grand. Eh bien, pour justement un montant de 1500 euros, eh bien là encore une fois, on aurait eu vrai, 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 vrai partout. Et le problème, c'est que comme dans mon test logique 1, mon premier test qui serait réalisé aurait été justement, si c'est supérieur à 0, c'est 0%, eh bien le taux de remise qui aurait été affiché aurait été justement 0%, alors que je suis bien à 1500 euros. Donc la logique fait que je dois commencer par le plus grand pour pouvoir mettre cet ordre de priorité pour pas que les autres viennent justement me donner une erreur, justement en tout cas un résultat qui n'est pas celui qui est attendu. Donc j'ai bien fait par ordre de priorité en prenant la valeur la plus haute. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK et là je vois que j'ai donc 5%. Je fais éventuellement quelques tests. Je vais en prendre un petit peu moins. Je vais en prendre qu'un seul ici. Je ne vais en prendre plus qu'un seul également ici. Oh, c'est pas suffisant. Tenez, je vais carrément supprimer une ligne. Et là, je vois que je suis donc à 200. Je suis donc bien entre 200 et 500 et j'ai donc ici 2%. Si je reviens et que je prends par exemple, je vais en prendre plutôt 2. Bon, là je suis au-dessus de 500 euros, j'ai bien 3% qui s'applique. Donc, tout se passe bien, j'ai bien donc mon bon taux de remise qui s'applique.
La toute dernière explication que je vais vous donner ou amélioration que je vais vous donner, c'est éventuellement pour éviter une toute petite erreur que vous pouvez réaliser sur la recherche V avec ce qu'on appelle nommer une plage de cellules. Là, on a en fait, petit problème, c'est que des fois, vous oubliez justement le fait de rajouter ici des dollars quand vous allez vouloir incrémenter. Il y a une astuce qui s'appelle le nommer une plage de cellules. Alors, c'est quoi nommer une plage de cellules? C'est tout simplement le fait de sélectionner une plage de cellules. Et là, en l'occurrence, je vais sélectionner bien, ma table matrice. D'accord? Je vais sélectionner tout mon tableau que je vais retrouver dans ma recherche V. Et pour nommer, j'ai juste à positionner ma souris juste au-dessus et vous voyez que apparaît le petit intitulé qui s'appelle zone nom. Et ça, c'est donc une zone sur laquelle je vais pouvoir écrire et donner en fait un nom. Et là, je vais donner le nom de, par exemple, produit avec un S. Je clique sur Entrée et donc l'ensemble de cette plage de cellules, quand je la resélectionne, vous voyez que j'ai le nom produit qui s'affiche. Quand je sélectionne plusieurs produits, bon, il me donne juste la toute première. Et là, je vois que j'ai donc ce nom-là qui est donné. Si je veux retrouver tous les noms que j'ai donnés, il faut que j'aille dans, dans Formule et Gestionnaire des noms. Et là, quand je clique ici, vous voyez justement les différentes plages de cellules que j'ai données. Donc, ils me disent le nom que j'ai donné. Les valeurs, ça correspond à quoi? Donc, ils me redonnent justement, c'est la référence qui est ici. Hein, c'est donc dans l'onglet produit, la feuille produit donc de A1 à G12. Et je peux éventuellement changer son étendue. Donc là, c'est juste pour vous montrer que je peux directement modifier ou le supprimer parce que je me suis planté par exemple dans la sélection ou parce que j'ai un nouveau produit, il faut que donc je refasse ma sélection. Donc je peux faire ces modifications ici. Là, je vais donc fermer. Et donc le fait d'avoir nommé cette plage de cellules, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Eh bien, si je reviens ici, je vais supprimer ma recherche V et que je vais donc la réaliser à nouveau. Je fais donc fx recherche V. Ma valeur cherchée, ça n'a pas bougé, c'est toujours donc ici ma référence produit. Et ici, pour ma table matrice, je vais directement écrire le nom de ma plage de cellules. Et là, vous voyez que quand j'ai écrit produit, automatiquement va s'afficher justement tous les renseignements de cette table matrice. Numéro de colonne, je veux la 2 et valeur proche, faux. En quoi ça change? En fait, c'est que mon nom, lui, quand je vais l'incrémenter, il va être recopié. Quand j'incrémente, les chiffres vont changer, mais par contre, dès qu'il s'agit en fait de texte, tout comme on va dire le nom de ma fonction, ça va être recopié tout simplement. Donc quand je vais incrémenter, si je regarde ce qu'il y a donc dans mes différentes cellules, vous voyez que là je suis en train de bouger, ma valeur cherchée bien sûr change, mais ma plage de cellules ne change pas parce que en fait je lui ai indiqué directement le nom de cette plage. Et donc le nom va être recopié et je n'ai donc plus ce problème de $, auquel il faut je pense. Voilà pour ce TD-là. J'espère que ça aura été intéressant. En tout cas, ça nous amène à avoir beaucoup de fonctionnalités, de plus en plus poussées, mais en même temps de plus en plus intéressantes. Bon courage à vous et à une prochaine.